j'ai réalisé une chose, mais quand j'ai dessiné mon patron, effectivement, j'ai oublié, de mettre en légende comme quoi il y a 2 lignes, et de 2, j'ai pas différencié les 2 lignes. C'est-à-dire que la personne, elle sélectionne une seule taille, elle verra 2 lignes, et j'ai indiqué nulle part à quoi ça correspondait. Maintenant, je dois te laisser la projection parce qu'on a remarqué des décalages sur les traits de coupe, en fait, qui étaient probablement dus au fait que j'ai épaissi la largeur de mes traits pour que ça se projette correctement. J'ai peut-être déplacé les 2 points en haut de la poche sans faire exprès, ce qui a créé ce décalage. Bref, tout ça pour vous dire qu'hier soir, j'avais envie de tout arrêter. Faut que je revoie tout le livret. Et au-delà du livret, faut que je refasse toute la vidéo. C'est beaucoup plus de travail que l'ajustement, hein. Donc, je sais pas comment je vais m'organiser. Sachant que j'ai à peine 5 jours. Là, aujourd'hui, commencent mes 5 jours pour faire mes modifications. Là, il est temps que j'avance parce que logiquement, si je veux respecter les délais que j'avais impartis, à savoir la phase de correction qui doit durer 5 jours seulement, une fois qu'elles m'ont rendu leur retour sur la toile, ça veut dire que normalement lundi, je dois avoir fini et leur avoir proposé une nouvelle version du patron. Mais samedi après-midi, j'ai pas encore commencé. En fait, j'ai pris pas mal de temps pour collecter toutes leurs informations. Puis bon, on est un peu en vacances, donc je fais pas ça toute la journée. Je me donne entre 2 et 3 heures de travail par jour sur le sujet. Comme ça permet d'équilibrer vacances et travail sur le patron. Donc là, en fait, il y a 2 choses que je dois modifier à minima. La première chose, ça va être la hauteur de la taille. En fait, a priori, les poches et la taille sont trop élevées par rapport à la plupart des personnes qui sont une taille autour de 1m69, 70. Et je pense au-delà. Et donc toutes les petites comme moi, c'est nickel. Toutes les autres, c'est un peu trop haut. Donc c'est plutôt cohérent, hein, finalement, vu que j'ai une petite taille et que j'ai pas trôné sur moi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais baisser... alors je sais pas encore combien de centimètres, je vais faire une médiane par rapport au retour qu'on m'a fait. Je vais descendre donc la poche et les repères de taille, mais uniquement ça. Je vais pas corriger la longueur parce qu'apparemment la longueur elle est bonne pour tout le monde. Je pense en fait que ça dépend des préférences. Les petites comme moi, je pense aiment bien avoir la version longue et les grandes avoir mi-mollet, ça leur va très bien. Donc je vais pas corriger ça pour le moment si ça convient à tout le monde. C'est juste donc ces repères de taille qui à mon avis sont importants et surtout la poche parce que la poche pour certaines pratiquement au sein quoi. Ça le fait pas. Et une fois que j'aurai corrigé le repère de taille, je vais corriger cet embu qu'on a dans le dos. Je le fais pas avant la taille parce que la taille déjà en fait si je la bouge ça peut impacter en fait la hauteur de ce changement au niveau du dos, donc il faut absolument que je change la taille en premier. Donc la longueur est à changer en premier et ensuite seulement l'embu dans le dos. Je vais faire ça et normalement c'est tout. Je vais regarder les autres repères, mais je pense que j'ai tout collecté. En fait, j'avais fait un petit fichier Excel où je me suis mis les feedbacks que j'avais pour chacune en face de leur nom. Ça me permettait en fait d'avoir les informations en corrélation sur quelle taille elles ont travaillé et également quelles étaient leurs statures parce que comme je viens de le dire, en fait, plus elles sont grandes, plus effectivement la hauteur où j'avais positionné le repère de taille était pas bon, donc ça m'a permis de faire la corrélation et ça m'a permis surtout de déterminer une médiane pour ma correction. Parce que bien sûr, aucune d'entre elles n'avait la même hauteur, ça va de soi, ça aurait été trop facile sinon. If you hang around that old Viper man and let temptation lead you by your lily hand. Alors, au-delà des corrections de base que je viens de vous mentionner, j'ai également fait quelques améliorations. Je pensais notamment à l'ouverture de poche. Donc, bien sûr, je les ai rebaissées comme la ligne de taille d'environ 11-12 cm. Mais j'ai également retravaillé l'ouverture sur son angle. Parce qu'en fait, initialement, l'angle était un peu aigu, ce qui crée une tension sur le bord de la poche parce que la main allait du coup se plaquer systématiquement contre l'angle. Et à terme, on risquait d'avoir de la déchirure, donc c'était vraiment pas optimal. Donc, j'ai un peu plus ouvert l'ouverture, je sais pas si ça se dit, j'ai amélioré l'angle d'ouverture pour que ce soit moins aigu, comme ça la main repose plus naturellement à l'intérieur de la poche sans créer de tension sur l'angle de l'ouverture de poche. Et au-delà de ça, on a bien sûr toute la phase de correction de mon embu que j'ai dans le dos. Alors là, attention, je vais rentrer dans des explications techniques. Je vous promets pas d'avoir une explication le plus claire et concis possible, donc je vous conseille surtout de suivre ce qui est à l'écran, ça fera beaucoup plus sens. Mais dans les grandes lignes, pour modifier l'embu qu'il y avait dans le dos pour les personnes qui avaient donc la posture des épaules un peu plus droite, donc pour rappel, il y a un excès de tissu donc sur l'arrondi, vu qu'elles n'ont pas l'arrondi justement en question.
Donc là, on va faire un petit peu la même chose qu'on ferait sur la version papier de notre patron, mais on va le faire numériquement. Donc quand vous êtes sur la version papier du patron, ce que vous faites, c'est vous créez une pince qui part du milieu du dos et qui va aller mourir sur le haut de l'épaule au niveau de la manche. Donc sur le papier, ce qu'on fait, c'est ce qu'on utilise la technique du slash and spread, ou plutôt je devrais dire du slash and close, vu qu'on va refermer l'excédent de tissu à travers la pince de l'embu. Donc au niveau du dos, rien de très compliqué, on tire une ligne, on referme pour enlever l'excédent de tissu. Par contre, au niveau de la manche, là c'est un petit peu plus compliqué, parce que comme je viens de vous le dire, la pince elle meurt en plein milieu de l'épaule, donc ça veut dire que je peux pas refermer la pince, sinon ça va faire une espèce de pic et ma pièce est plus plate. Et pour rappel, quand on fait un patron à plat, la pièce de patron doit être plate, hein, on est d'accord. Donc en général, quand on fait ça, on fait une deuxième ligne qui va venir donc compenser, c'est-à-dire qu'on fermera la pince du haut et la deuxième ligne va mourir normalement dans la poignée, ce qui veut dire que quand je referme la pince au niveau de l'épaule, ça doit élargir l'ouverture du poignet. Ce qui veut dire que quand je referme la pince au niveau de l'épaule, ça doit venir ouvrir l'autre pince qui se trouve au niveau de la poignée de fait. Sauf que si je fais ça, mon risque c'est que je vais avoir une ouverture de manche très large. Et comme on est sur un manteau oversize, j'ai peur que ça fasse un peu clown là. Ce serait un peu too much. Donc pour éviter cette situation, en fait, j'ai plutôt utilisé une autre astuce. Comme il se trouve que j'ai déjà une pince dans ma manche. Pour rappel, on a une pince au niveau du coude. Je vais plutôt tirer une ligne qui va aller directement en direction de la pointe de la pince de coude. Comme ça, quand je vais refermer la pince au niveau de l'épaule, c'est la pince de coude qui va venir s'agrandir. Et là, c'est plus un problème parce que l'embu qu'on a dans le coude, comme on va venir le coudre vu que c'est une pince, ça se verra plus et on retrouve donc une manche correcte. Donc voilà, si ça n'a pas été clair mon explication, j'espère que vous avez bien suivi ce qui était à l'écran parce que ça, pour le coup, c'est explicite. Alors, pour petite précision, je vous ai mis la vitesse de modification, vitesse normale, pour vous vous rendiez compte à quel point c'est long et compliqué à produire. Pour information, d'ailleurs, c'est pas fini. Une fois que vous avez fermé la pince au niveau de votre emmanchure, vous devez encore recorriger toute la courbure de l'emmanchure parce qu'elle a été modifiée. On a une espèce de petit escalier là où on a fermé la pince, donc on peut pas laisser comme ça. Comme votre emmanchure finalement elle a été modifiée en termes de courbe, vous risquez d'avoir des décalages entre le dos qui a lui-même été modifié vu que vous avez refermé la pince et l'emmanchure de manche. Ce qui veut dire que vos crans, vous vous rappelez les fameux crans qu'on a sur la manche et sur le dos, qui sont essentiels pour bien assembler les pièces ensemble, vont probablement être décalés cette fois. Donc une fois que vous avez fini la partie de corriger la pince, refaire donc la courbure de votre emmanchure, vous devez encore vous coltiner toute la phase de équilibrage, à savoir si vous allez faire courir les lignes de couture entre le dos et la manche l'une contre l'autre pour repositionner tous vos crans et vous assurer que les deux lignes de couture sont à peu près équivalentes. Je dis bien à peu près équivalentes parce qu'en réalité sur une emmanchure vous allez toujours avoir un petit embu mais il est très faible, il est inférieur à 1 cm. Donc si vous avez plus que 1 cm, vous savez déjà que vous devez encore recorriger votre manche. Donc c'est sans fin cette affaire. Et une fois que vous avez fini ça, en fait, vous avez fait que la moitié du taf, parce que pour rappel, j'ai fait la correction que sur une seule taille. Donc maintenant, il faut que je regrade tout. Donc j'ai commencé sur la taille 42, il faut donc que je regrade de 42 jusqu'à 48, et également vers le bas de 42 jusqu'à 36. Donc oui, on a encore un petit peu de boulot. Bonne nouvelle, on n'a que la gradation des pièces dos et manche à faire. Il n'y a pas besoin de modifier le devant. On n'a rien modifié sur l'emmanchure devant. Donc on est tranquille. Et je trouve qu'en soi, les deux pièces dos et manche sont bien assez à mon goût. Donc ça me suffira pour ce soir. Je pensais que ce serait rapide de faire la correction, qu'en 2 heures ce serait bouclé, mais en réalité c'est plutôt de l'ordre de 5-6 heures la correction, parce que autant hier ça a été rapide parce que la correction sur le patron c'est sur la version 42 qui est ma taille standard, ça n'a pas été compliqué à faire. Non, ce qui est long c'est répartir sur les gradations et faire les mesures, parce que comme j'avais eu des feedbacks comme quoi attention la gradation n'était pas bonne au niveau des repères, je me suis amusée à tout mesurer, à tout corriger à la main. Et ça, c'est méga long, ça m'a pris toute la matinée, là. Je viens à peine de finir.
Il est 14h, là je voudrais reprendre pour en fait passer sur l'autre partie de mes modifications parce que n'oubliez pas, quand je modifie le dos et la manche, ça c'est la coque extérieure mais il faut que je l'applique aussi sur la doublure. Ah oui. Donc je dois faire doublure et parmenture manche et doublure et parmenture dos. Ça devrait être moins long quand même que ma gradation parce que pour le coup là j'ai pas à regrader, en fait je vais juste prendre mes pièces que je viens de grader ce matin, je vais les couper. Donc là, au niveau de la parmenture, c'est un point fixe, il faut juste que je repère par rapport au devant, vu que le devant n'est pas modifié, vu qu'il était bon. Donc il faut que j'ai le même repère pour ne pas avoir de décalage entre les parmentures devant et celles de la manche, et ainsi de suite. Donc une fois que j'aurai fait ça, il faudra bien sûr que je fasse toute la partie labellisation, etc. Bref, reprendre tout mon workflow depuis le début pour m'assurer qu'à la fin, tout soit nickel en termes de labellisation, parce que j'avais eu des erreurs initialement, ce serait bien de ne pas les répéter cette fois. Et ensuite, placement sur la planche de patron A4, A0 et projection. C'est pas compliqué en soi. Le fait que ce soit pas compliqué ne veut pas dire que ce soit rapide. Ça va être très lent. Donc je pense que je suis partie au moins jusqu'à la fin de la journée. Je ne passerai pas la nuit comme la dernière fois, ça c'est hors de question. Donc si j'ai pas fini ce soir à 18h, bah demain matin, je finirai, sachant que ce que je veux surtout, c'est avoir le temps d'imprimer le hackett pour le tester. Parce que c'était mon problème la dernière fois, c'est que j'ai pas eu le temps d'imprimer, de tester mes projections, tout ça. Donc c'est pour ça que je me suis dit, si je finis pas ce soir, c'est pas grave, demain je reprends, je le finis. Il n'y a pas d'urgence, je leur ai dit aux filles que c'était pour ce lundi, mais j'ai pas dit si c'était lundi matin, lundi midi ou lundi soir. Donc je me laisse cette marge s'il le faut. De toute façon, elles m'ont dit que pour la toile, ça avait été rapide à faire. Donc j'espère que ce sera aussi le cas cette fois-ci. Bref, il est temps de s'y atteler au lieu de raconter ma vie. Il est 17h47. Je viens tout juste de finir toutes mes parmentures et mes doublures dos et manches. De 13h jusqu'à 17h passées. Je vous avais dit, hein, c'est pas compliqué, mais ça veut pas dire que c'est rapide pour autant. Bon, je pensais enchaîner avec les planches, mais en fait, je crois que je vais me poser là. Il faut que je m'arrête. En termes de concentration, je pense que j'ai tout donné et si je continue, je sais que c'est un peu comme en couture. Vous êtes trop fatigué, vous faites que des conneries, c'est ce qui risque de se passer. Donc, je m'arrête là pour ce soir et on reprend demain. Alors j'ai un peu fait un raccourci là, parce que avant de passer à la planche patron, il y a un workflow à respecter pour éviter toutes les galères que j'ai pu avoir lors du lancement du test. Donc premièrement, on relabellise toutes nos pièces. Bah oui, parce qu'en fait on repart de zéro vu qu'on a refait toute la gradation, donc on a perdu toutes les labels qu'on avait créés précédemment. Deuxièmement, on va vérifier que tous nos points de repère sont toujours en cohérence, qu'ils n'ont pas été déplacés, éventuellement on les réaligne si ça devait être nécessaire. Maintenant, on va s'attaquer au métrage. Ouais, on est encore loin de la planche, hein, je vous l'avais dit, j'ai quand même fait un raccourci. Donc comme mes pièces elles ont évolué, il y a forte chance que mon métrage d'origine, lui, soit totalement faux maintenant. Donc on va reprendre les bases, on va recréer à nouveau 2 plans de travail, un pour le tissu extérieur, un pour la doublure, et on définit pour chaque taille, pour rappel, on a cette taille, et donc on va définir quel est le métrage en adéquation par chacune des tailles. Et bien sûr on l'intègre dans le tableau Excel. Non, parce que ça c'est super important, vu que ce tableau, on va pouvoir le réinsérer directement dans le livret dans la foulée, donc autant tout faire à la suite. Et enfin, on va créer le guide de placement des pièces. Ah, faut pas l'oublier celui-là, parce qu'il est quand même assez essentiel pour les amies couturières, hein. Et surtout, on y ajoute les bons codes couleurs, on va éviter de les intervertir. Non, parce que ça va être un schéma visuel, faut que ce soit clair du premier coup d'œil, faut pas qu'il y ait de contradiction dans les informations que je vais donner. Donc, un code couleur pour le tissu extérieur, un autre pour la doublure. J'essaie de respecter les codes couleurs que j'avais initialement sur mes schémas du livret d'instructions, comme ça, tout reste cohérent. Il n'y a pas besoin de forcément lire les instructions, texte, tout se comprend visuellement. Et seulement maintenant, oui, c'est seulement maintenant qu'on peut enfin envisager de passer à la création de la planche. Ouais, vous avez vu, il y avait quand même pas mal d'étapes avant d'en parler de la planche patron. Je suis enchantée. Je dois refaire l'intégralité de toutes mes doublures. Doublures et parmentures, ça va de soi. J'ai voulu faire confiance à ma mémoire. Moi qui ai zéro mémoire, je me suis dit, oui, vas-y Alex, fais confiance en ta mémoire, refais tes doublures, sans réfléchir, sans aller regarder la vidéo qui t'explique que quand tu dois faire l'augmentation, c'est seulement de 1 cm vers le haut. Je vous explique, en fait, quand vous mettez une doublure dans un manteau, vous ne pouvez pas être exactement à l'identique de la coque extérieure parce que ça a besoin de mouvement. Et sur la partie emmanchure, en fait, vous devez augmenter de 1 cm le devant et le dos, et de même, au niveau de la partie basse de votre emmanchure manche, il faut également augmenter de 1 cm. Donc là, vous vous doutez, c'est que l'erreur, je ne l'ai pas faite sur une des pièces, je l'ai faite sur l'intégralité de mes pièces doublures. Il faut donc toutes que je les refasse. Yeah! Je suis dégoûtée. J'ai envie de me mettre des claques.
Parce que là, j'en étais arrivée où je commençais à préparer mes planches. En fait, juste avant de faire mes planches, je me suis dit: «Va contrôler tous tes marqueurs, on sait jamais». Bien m'en a pris, parce que ça ne va pas du tout. Tout est faussé. Donc le plus simple, c'est que je vais repartir de ma planche de gradation initiale et je vais reprendre une par une toutes les pièces coque extérieure et je vais refaire ma doublure proprement et je vais corriger ma hauteur de 1 centimètre sur les manches et les emmanchures. Surtout que bon, il est lundi 17h34, c'était aujourd'hui que je devais rendre ma copie pour ma version 2 du patron, autant vous le dire, c'est pas pour aujourd'hui et ni pour demain, parce que là je me suis dit on va essayer de faire les choses correctement, donc à chaque fois que tu fais une gradation, une modification, tu te laisses un peu de distance pour recontrôler et également de la distance pour refaire tes impressions, pour contrôler avant de leur envoyer. Donc je pense que là, je viens de me rajouter 2 jours de plus. Ah, je suis trop contente. Je vais donc envoyer un message aux filles, histoire qu'elles soient au courant, parce qu'elles doivent se poser la question: qu'est-ce que je fais? Je donne plus de nouvelles depuis 24 heures. Donc je vais leur dire: je me suis plantée dans ma gradation, j'ai envie de me pendre. Franchement, je me bénis d'avoir eu cette Chut, c'est l'imprimante qui est derrière moi. Franchement, je me bénis d'avoir eu cette bonne idée il y a 10 jours de mettre noter vraiment le pas à pas de mon workflow. Parce que 10 jours plus tard, bien entendu, je me rappelais même plus quels étaient les bons paramétrages pour faire l'impression A4. Donc j'ai eu juste à reprendre mon pas à pas. C'est nickel du premier coup. Donc je me dis, quand j'aurai fini, donc dans 3-4 mois, hein, parce que j'ai pas fini. Quand j'aurai fini, je vais littéralement me faire une infographie en mode poster que je m'afficherai en grand. Comme ça, à chaque fois que je ferai ma gradation, je me retournerai, je regarderai toutes les étapes parce que il y en a beaucoup. Hein. On est à 5 ou 6 pages déjà et je pense que je pourrais encore le compléter là parce que depuis, il y a d'autres petits trucs que j'ai vus qu'il fallait que je complète. Ça se finit de s'imprimer, mais c'est loin d'être arrivé au bout. Prends un bourrage papier pour changer. Ah oui, quand même. Attends. Pratiquement avec. Waouh. 1,5 cm. Bon, j'étais en train de revérifier mon patron, une fois que je l'ai imprimé papier, juste pour vérifier que tout, il n'y a pas de décalage, que tout s'emboîte bien correctement. En me basant toujours sur la taille 42, je vais pas m'amuser à faire sur toutes les tailles, de toute façon, j'arrive même pas à voir la différence. Bien m'en a pris, malgré avoir vérifié 25 fois sur la version digitale, il y avait encore une erreur. Donc là, je viens de me rendre compte que sur ma doublure devant, la longueur du côté, donc devant, est plus courte que celle du dos de entre 1 et 1,5 cm. Donc je me dis, c'est peut-être quand j'ai fait la correction, vous savez, sur la doublure, l'emmanchure, on l'augmente de 1 cm, peut-être que j'ai pas fait juste le point, j'ai peut-être pris tout, parce que en haut, tout est bon, c'est vraiment juste sur le point d'en bas. Bref, je vais donc corriger encore ça dans la version digitale. Je me dis, c'est sans fin, parce que je pense avoir vraiment tout contrôlé sur la version digitale, et je me rends compte qu'il y a encore des erreurs. Bref, on continue, on persévère. Passe-poil de poche coupé 2 fois dans le tissu extérieur, oui.
Couper une fois dans l'entoilage, oui, et couper en 2 le long du grain. Ok, ça me semble pas mal. Couper 2 fois dans la doublure, c'est bon. Plus 5 mm. Ok. Le marqueur, il est là. Milieu de dos, on est bien à 2 cm. Ok. Il y a 25 là. Et là, il n'y a que 2. J'ai perdu mes 5 mm ici. Mais en même temps, sauf que j'avais plutôt 1. Donc, il y a quand même un problème. On devrait être à 2,5. On n'y est pas. Je pense que c'est quand j'ai voulu faire une correction. Je me rappelle maintenant. Pour voir tous mes ourlets. Je pense que je suis pas bon sur les ourlets. Bon, je vais m'arrêter là, je dois aller chez le kiné. Ça y est, je viens enfin de publier la version 2 du patron, ça a été envoyé sur le groupe Facebook et moi je vais profiter de ma journée vu qu'il est encore à peine 10h30 passées pour faire quelques petites courses. Donc je vais aller au marché Saint-Pierre, j'ai quelques échantillons pour moi pour savoir quoi acheter en fonction de mes tissus, mais surtout si j'y vais c'est pour acheter de la gabardine beige, pour faire ma énième version du trench coat, pour pouvoir filmer dans des conditions favorables cette fois. Donc ce sera une gabardine qui sera beige et la doublure sera en Vichy, comme ça ce sera bien contrasté et à l'écran on verra correctement. Bon, si vous voyez pas d'inconvénient, je vais vous épargner ce haul qui est plus du tout de saison et qui n'intéressera personne. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que j'ai trouvé la gabardine beige pour mon trench ainsi que sa doublure, ainsi que de très beaux boutons dont je suis très fière. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je suis en mode totalement déconnectée depuis environ 4 jours, je pense. C'est-à-dire que là, dans la phase de test, en fait, ça fait 4 jours que je me suis pas connectée au groupe Facebook. Il serait peut-être temps que je me connecte, parce que ça se trouve, les filles sont en train de poser des questions. En plus, la dernière fois que je me suis connectée, je leur ai laissé un message pour leur donner la date butoir parce qu'elles me posaient la question, et je leur demandais est-ce que ça leur convenait. Donc, ça se trouve, elles sont en train de me dire non, ça leur convient pas, et je leur ai rien dit encore. Donc, elles doivent se dire, ça y est, c'est barré dans la nature et on a marre de nous entendre. Donc là, il faut vraiment que je me reconnecte pour découvrir les messages qui sont en attente. Bon, c'est le moment de vérité. Une seule notification? Ouh, s'il y en a qu'une, ça me va. Ok. Donc, ça a l'air de bien se passer. Pas du tout de notification, seulement un like, et ça me rassure énormément. Donc tout va bien. Cool! Je peux retourner à mes projets couture sans culpabilité. Parce que j'avoue, j'avais vraiment peur que j'ai du boulot, mais ça a l'air de s'être bien passé. En même temps, c'est pas comme si j'avais bossé pendant les 15 derniers jours à refaire et refaire. Donc là, j'imagine que mon workflow a enfin porté ses fruits. Alors vous l'avez peut-être remarqué, là j'étais hyper motivée après avoir découvert que finalement il y avait aucune notification qui m'attendait sur Facebook. Je me suis dit hop, on va retourner faire de la couture. J'avais commencé en rangeant tout mon atelier, en installant tout pour faire un tournage, etc. Là j'étais vraiment dans un mode tellement motivé que je suis partie dans tous les sens. Quand j'ai sorti ma table à repasser, j'ai vu dans quel état elle était et je me suis dit non mais Alex, Tu peux pas filmer là-dessus.
Non, parce que justement, je vais refaire mon tutoriel pour le trench, donc autant bien le faire jusqu'au bout. Je pense que j'étais dans un niveau d'ambition assez élevé parce que dans ma tête, je me suis dit, créer la couverture d'une table à repasser, ça doit pas être bien compliqué, un peu de tissu, un peu de molleton et on peut y aller. Alors j'étais partie pour repasser cette voile de coton pour faire une toile pour cet ensemble-là. Sauf que pour repasser, j'ai dû sortir ma table à repasser. C'est là où je me suis dit, mais attends, qu'est-ce que je fais de ça? Et bien sûr, mes yeux se sont posés sur cette boîte-ci. Donc on va voir si on peut faire quelque chose. Quelle nous réserve la boîte à trésors? Ce qui est vraiment du molleton. J'avais ma fameuse boîte à trésors qui correspond à ma fameuse boîte de chute de molleton. Et finalement, j'avais pas assez de molleton, ce qui est plutôt une bonne chose. Parce qu'avec le recul, je me rends compte que changer la couverture d'une table à repasser, c'est pas juste du molleton et du tissu, c'est bien plus que ça. Déjà, votre molleton, ça doit être un molleton antibactérien, parce que je vous rappelle que vous balancez beaucoup de vapeur. Avec l'humidité, il y a le risque que ça crée un nid à bactéries. Et ensuite, il vous faut un tissu spécial insulation pour gérer la chaleur. Donc tout ça fait que de toute façon, même si je m'étais lancée dans ce projet, ça m'aurait pris plusieurs jours le temps d'aller choper tout le matériel. Et puis surtout, dans la réalité, c'est que très rapidement, j'ai trouvé une autre façon de faire qui m'aura fait économiser du temps et également de l'argent. Donc comme quoi, parfois, faut pas chercher à faire plus compliqué que nécessaire. Finalement, j'ai trouvé une solution qui fait du 2 en 1. J'avais déjà un problème avec la table à repasser qui était vraiment pas présentable, mais j'avais également un problème avec ma table sur laquelle j'allais exposer mes pièces. La table était blanche et mon trench, le tissu, lui, il était beige. Donc en termes de contraste, bah, y a mieux. J'ai tout simplement réglé le problème en apposant un tissu en coton bleu marine, comme ça, en termes de contraste, c'est parfait. Le beige sur le bleu, ça ressort super bien. Également, je me suis servi de cette table pour repasser le tissu faisant tampon entre le mélaminé de la table et mon fer à repasser. Ça m'a apporté un troisième avantage. De fait, comme ma table à repasser et ma table de présentation étaient le même endroit, j'ai pas besoin de changer d'angle de vue à chaque fois avec la caméra entre mon espace de repassage et mon espace où je fais ma présentation. Donc c'était tout bénéfice finalement cette affaire. Bon, après, en toute transparence, ça reste une solution temporaire, parce qu'autant vous le dire, à chaque fois que j'ai eu à dégarnir au-dessus de cette table, bah c'était bien relou pour le nettoyer. À chaque fois, comme vous pouvez le voir, je devais sortir le petit aspirateur parce que vous pouvez pas juste balayer, sinon le tissu se barre avec. Ça me fait pas du tout. Donc clairement, à l'avenir, il faudra que je trouve une solution un peu plus fonctionnelle et qui soit stable à long terme. Une fois que le studio a été mis en place, à savoir optimiser les lumières, assurer que le fond soit bien contrasté par rapport à mon tissu, j'ai pu lancer mon tournage. Celui-ci, il a duré 3 jours. Alors, c'était pas 3 jours complets, en fait, je travaillais que en demi-journée, histoire que je puisse quand même profiter de mes congés. Pendant le tournage, pour éviter les erreurs que j'avais eues initialement, j'ai fait attention à scrupuleusement suivre l'ordre préétabli dans le livret. C'était une approche qui s'est révélée assez intuitive parce qu'à chaque fois que je montais le vêtement, j'allais comparer avec ce que j'avais écrit dans le livret, je me rendais tout de suite compte si ce que j'avais écrit faisait sens, si c'était assez clair. Et ça m'a un peu permis en fait de retravailler les tournures de phrases, mettre en exergue les points importants que j'avais peut-être pu omettre justement. Au final, je dirais que ça a été un travail assez intuitif et de synchronisation entre la vidéo tutoriel et le livret parce que les deux ont été repensés en même temps, en temps réel. Maintenant, les deux sont plus ou moins synchrones. Et après 3 jours de tournage, qu'est-ce qu'il nous reste? La post-production, et oui, c'est l'édition de mon tutoriel. Alors autant vous le dire, là, ça a été beaucoup plus rapide que la première fois. Pour rappel, la première fois, en fait, je tournais avec 2 caméras. Une face caméra pour que je puisse donner des explications orales en live, et une qui était en plongée qui filmait mes mains en train de faire les manipulations. La difficulté avec ce format-là, c'est qu'au moment de l'édition, vous devez donc synchroniser les 2 plans pour que tout soit bien sûr en même temps, pour que ça fasse sens entre ce que vous montrez au niveau des mains et de ce que vous expliquez oralement. Ça, c'était la première version du tutoriel. Là, sur la version 2, j'ai fait simplement la vue plongée sur mes mains. J'ai pas parlé pendant tout le tournage, ça me va très bien, ça a permis d'accélérer le processus. Par contre, au moment de l'édition, j'ai rajouté une voix off par-dessus, ce qui me permet donc de gagner un temps fou sur le montage. Du bord franc, et vous allez vous arrêter à la hauteur du dernier cran en bas de la parementure. Qu'en parallèle du tournage et du montage de la vidéo tutoriel, rappelez-vous, on était en phase 2, que notre équipe de testeuses est en train de monter la version finale de leur trench coat. En l'occurrence, à cette étape-là, logiquement, elles sont plus censées avoir d'ajustements. Parce que moi, entre l'étape 1 et 2, j'ai fait ces modifications sur le patron, donc ça devrait fitter correctement. Alors, quand même, soyons réalistes, j'ai fait une pondération, parce qu'aucune n'avait les mêmes mesures sur la modification de la longueur de l'emmanchure. Ça veut dire que certaines d'entre elles ont eu des modifications, mais minimes, inférieures à 1 cm pour être exact,
pour vraiment fitter l'emmanchure dos par rapport à leur cambrure de dos. Je précise même là, c'est pas toutes. Certaines ont eu besoin de le faire, d'autres non. C'est pour ça que j'ai pas modifié à nouveau le patron. Je considérais que là, c'était vraiment en fonction de chacune. J'ai intégré dans la vidéo tutoriel une séquence où je montre qu'une fois que ma coque extérieure elle est construite, je vais pouvoir enfiler le manteau pour vérifier est-ce que j'ai des modifications à faire ou pas. Alors Christelle, pour t'expliquer pour la modification, première chose que tu vas faire, c'est que tu vas tester sur ta toile. C'est-à-dire qu'il faut que tu démontes le col et en fait tu vas cranter. La version 2 du patron, elle a marché pour la majorité des testeuses, mais pas pour l'intégralité. En fait, une de mes testeuses a rencontré encore des difficultés. Elle avait déjà rencontré ces difficultés sur la V1, mais la V2 n'a pas aidé à corriger. En fait, en termes de morphologie, elle avait un dos un petit peu plus large et des épaules droites. Et les ajustements que j'avais faits ne suffisaient pas par rapport à sa morphologie. Donc là, l'exercice est un peu difficile pour moi parce qu'il faut que je l'accompagne dans ses ajustements spécifiques à sa silhouette. Sauf que j'ai aucun moyen, en fait, de tester les ajustements que je lui proposais vu que ni ma silhouette ni mon mannequin ne correspondent. Et en plus, j'ai jamais fait ce type d'ajustement, donc je pars un peu dans le néant. Parce que autant je peux vous raconter en détail toutes les modifications à faire quand vous avez une silhouette qui correspond à la mienne, j'ai testé sur moi maintes et maintes fois, donc je suis plutôt à l'aise. Mais là, on part vraiment sur un sujet que je maîtrise pas. Et je vous avouerai que sur le moment, j'ai eu un doute. J'étais pas sûre d'être capable de pouvoir l'accompagner sur un sujet que j'avais pas testé, je me sentais pas légitime. Mais en même temps, elle-même, elle était perdue, donc je me suis dit, ok, franchement, on n'a rien à perdre, testons. Donc forcément, dans ce genre de situation, comme je ne connaissais rien, la première chose que j'ai fait, je me suis appuyée sur ma bible de l'ajustement. Il y a tout dans cet ouvrage, en plus il est très visuel, il y a plein de photos, donc ça c'est super pratique. Et je me suis également appuyée des vidéos sur YouTube qui nous donnent un peu plus d'éléments de contexte. L'étape suivante, bien sûr, ça a été de lui montrer comment elle pouvait faire les tests sur sa toile pour vérifier à quel endroit elle doit mettre les ajustements. Donc en découpant la toile aux endroits où on voit des plis pour voir comment s'écartent les tissus, pour voir donc qu'est-ce qui manque en termes d'aisance. Et ensuite, je lui ai montré directement sur mon buste de base comment faire les modifications. À chaque fois, j'ai utilisé le format vidéo. C'est tellement plus simple et visuel pour expliquer parce que je vous avouerai, si j'avais dû expliquer en mode écrit, je m'en serais jamais sortie. Donc là, l'avantage, c'était super rapide. Je me filmais le soir en rentrant du boulot. Oui, en plus, à cette époque, j'avais repris le boulot, donc je vous avouerai, c'était encore plus compliqué. Donc, je rentrais du boulot, je montrais mes modifications en expliquant à l'oral en même temps, et hop, je publiais directement sur le groupe Facebook. Au final, cette expérience avec cette testeuse m'a beaucoup aidée, parce que ça a un peu désacralisé une partie de la publication du patron. Si jusqu'alors, je voulais pas publier de patron, c'était à cause de la partie SAV. Parce qu'on va avoir souvent cette situation où un patron, finalement, c'est une version standard sur une silhouette qui n'est pas représentative de toutes les morphologies. Et j'avais toujours cette crainte de ne pas être capable de répondre aux questions des utilisatrices qui me diraient « ça ne fonctionne pas sur ma silhouette, quel ajustement je devrais faire ?» Donc là, accompagner une utilisatrice, essayer, même en tâtonnant, pour lui apporter une réponse et me rendre compte que, voilà, c'est peut-être pas parfait du premier coup, mais on peut y arriver en travaillant à plusieurs. Je me suis dit, finalement, c'est faisable. C'est un peu effrayant au début parce qu'on sait pas par quel bout le prendre, on n'est pas sûr du résultat, mais au final, ça se fait. Donc là, tu vas essayer de me l'aplatir au maximum. T'avais vu, de toute façon, dès qu'il y avait un petit bec, ça faisait un truc pas très joli. Donc tu essaies de me l'aplatir au maximum, de même à ce niveau-là. Si tu fais ça, logiquement, ça devrait améliorer la largeur de ton épaule et te permettre donc de faire passer tout... C'est le soir, on est mardi, je suis crevée, c'est pourtant que la rentrée, mais j'ai déjà tout perdu. Bref, si tu fais cette action-là, ça va t'allonger... ça va t'élargir ta tête de manche, ça va un peu te la raccourcir, mais ça devrait compenser. Ça y est, le tutoriel vidéo est enfin monté. Les testeuses m'ont partagé les photos de leur version finie des trenchcoats, et j'avoue que le rendu est franchement pas mal. Et elles m'ont également partagé leurs suggestions pour améliorer les explications du livret. Cependant, on est encore loin d'être prêt à lancer le patron. On a encore du boulot en fait. Déjà, première chose, il va falloir améliorer le livret suite aux modifications effectuées pendant le tutoriel vidéo. Parce que pour rappel, à ce stade, j'ai seulement mes corrections en version écrite sur un format papier. Il va falloir digitaliser tout ça. Et ensuite, j'ai également un gros travail sur les schémas préexistants. En gros, on avait un petit décalage entre mes illustrations et la réalité des pièces. Ça a créé un peu de confusion au niveau des testeuses. Donc ça, faut le corriger. Mais j'ai également des schémas qui sont vraiment manquants, pour compléter justement toutes mes explications que j'ai corrigées au fur et à mesure. Donc on a quand même pas mal de taf. Et comme vous pouvez commencer à le voir, les corrections, il y en a dans tous les sens, sur tous les supports, sur tous les canaux de communication. Donc rapidement, je me suis dit, on va falloir faire un petit workflow là pour m'assurer que j'oublie rien entre mes révisions papier, les schémas, les commentaires des testeuses, etc. Après, j'ai pas réinventé la poudre, j'ai essentiellement utilisé le mode révision dans Adobe pour faciliter le suivi, et ça fait le job.
Donc concernant les corrections apportées au livret, déjà j'ai dû apporter un gros travail d'optimisation des schémas. Initialement on distinguait mal le revers de l'endroit et il n'y avait pas de légende, donc forcément ça le foutait mal pour pouvoir comprendre de quoi je parlais. Donc la coque extérieure en jaune, ça me rappelait un petit peu mon trench du tutoriel qui était beige. Et pour la doublure, j'ai fait un rayé tartan. Là, pour le coup, c'est plutôt pour me rappeler la doublure du prototype du trench vert. Je trouve que le rendu visuel du livret est beaucoup plus attractif que ce qu'on avait initialement. Donc ce temps supplémentaire passé à refaire les codes couleurs du livret, je le regrette pas parce que tout de suite, ça le rend beaucoup plus attractif. Maintenant, on va s'attaquer à la révision du texte, la mise en valeur des points clés dans les instructions, notamment les valeurs de couture. Je les ai passées en gras, comme ça on les repère facilement quand on lit les instructions. Et enfin, l'ajustement de l'ordre des étapes par rapport à mon tutoriel vidéo, histoire que le livret et la vidéo, on puisse les lire en même temps, ce soit bien synchronisé. Ça y est, le livret, le tutoriel vidéo et toutes mes planches sont enfin finalisées. Fouh, il était temps. Il me reste quand même une dernière petite vérification. Je vais checker les numérotations de mes planches A4, que tout soit dans l'ordre, histoire de ne pas se refaire avoir une deuxième fois, hein. Et enfin, mon dossier est prêt à être publié. J'aurais pas oublié un dernier point là. Le nom du patron. Bah oui, si vous avez pu repérer, que ce soit sur le livret ou les planches de patron, il s'appelle Trenchcoat. Je vous le dis tout de suite, en termes de promotion, de distinction dans la masse de la communication, ça va pas le faire si je l'appelle juste le Trenchcoat. Je suis à peu près certaine qu'il existe 25 000 patrons avec le même nom. Faut vraiment que je revoie ma copie sur la façon dont je vais nommer ce patron. Alors si vous aviez participé à la campagne d'appel à testeurs, vous aviez dû le voir, dans le formulaire, j'avais laissé un champ pour que vous puissiez me faire des propositions de nom de patron. Donc je me suis appuyée dessus. Il y en avait pas mal de propositions. Franchement, les noms étaient quand même vraiment sympas. Vous avez pas mal d'imagination, j'avoue. Vous êtes beaucoup plus créatifs que moi, ça, il n'y a pas de doute possible. J'avais pas mal de noms de patrons à disposition, c'était super pratique pour moi. J'avoue, vous êtes beaucoup plus créatifs que moi en termes de noms. Par contre, je pouvais pas les soumettre tout de suite à la communauté. Il fallait que je fasse un tri pour vérifier que les noms qui étaient proposés ne correspondaient pas à des noms de patrons déjà préexistants. Parce que l'idée, c'est que si les utilisatrices qui recherchent mon patron tapent le nom dans Google, faut pas que finalement l'algorithme leur sort l'autre patron que le mien. Donc première chose, on fait un premier tri, on évacue tout ce qui est déjà préexistant dans le domaine du patronage en lien avec un manteau. Donc, après, si c'est un nom d'un patron qui est pas en lien avec un manteau, ça peut passer. Donc au final, je me suis retrouvée avec 7 noms de patrons. Le Trench Cool, le Trench Mousson, le Trench Connection, j'avoue je l'adore celui-là, l'Alexandrie, le Trench TA, le Champ de Pluie, le Velvet Rain. 7 noms de patrons, je pouvais pas directement vous soumettre à la communauté 7 noms, ça aurait été compliqué pour le vote. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai d'abord soumis aux testeuses. En même temps, ça faisait sens, vu tout le temps qu'elles ont investi dans ce trench et dans ce test, c'était normal qu'elles aient la priorité pour choisir et donc shortlister sur 3 noms. Donc j'aurais soumis les 7 noms dans le groupe Facebook et elles ont shortlisté. Les 3 noms qui ont été retenus, ça a été le Trench Connection, l'Alexandrie et le Velvet Rain. Et clairement, c'était l'Alexandrie qui avait remporté haut la main avec 58% de vote. Maintenant qu'on a shortlisté sur 3 noms, il est temps de soumettre au vote à la communauté. C'est la partie qui va être essentielle parce que ce vote, comme je viens de vous le dire, c'est pour vous impliquer, mais également ça avait une valeur de communication. Bah oui, parce qu'en fait là, maintenant, on va rentrer dans la phase où il va falloir promouvoir ce patron, et moi, l'air de rien, j'étais silencieuse pendant 2 mois, j'étais quand même pas mal investie dans le test, donc j'ai pas eu l'occasion de publier sur YouTube ou Instagram, et en même temps, je suis vraiment nulle en communication, vous l'avez peut-être vu, la rareté de mes communications sur Instagram sont affligeantes, c'est pas quelque chose de spontané chez moi. Mais là, il fallait impérativement que j'y m'y mette, parce que de toute façon, on avait investi beaucoup de temps, il fallait promouvoir ce patron. J'ai démarré en faisant un petit teasing sur Instagram, en publiant une petite vidéo où on voit les planches de patron imprimées et l'arrivée prochaine du patron. Et quelques jours plus tard, j'ai soumis le vote sur la communauté YouTube pour que vous m'aidiez à choisir le nom final de ce Trenchcoat. Donc l'air de rien, toutes ces petites actions, au-delà de vous impliquer, ça permettait aussi de relancer l'intérêt autour de ce projet. Le vote a été très court, sur 24 heures, parce que je voulais en fait pouvoir surfer sur la communication, sur l'intérêt qu'on pouvait porter encore sur le patron à ce moment-là. Donc pour rappel, après avoir le nom du patron, il fallait encore que je corrige toutes mes planches de patron pour mettre le nom partout, et il fallait également que je change au niveau du nom du livret. Donc tout ça, c'était un petit peu de travail, il fallait que je le fasse le plus rapidement, donc en ayant un vote court, ça me permettait de réagir assez rapidement et de pouvoir le publier quelques jours après le vote. Alors en attendant que vous votiez, il fallait que je prenne mon mal en patience. Je me suis adonné à une petite activité qui me fait plaisir depuis 1 an. Je me crée mes propres pochettes papier.
Ce qu'il faut savoir que là, je commençais à cumuler le nombre de versions papier de mon trench coat parce que je l'avais imprimé dans tous les sens et puis projeté, etc. Donc je commençais à avoir pas mal de pièces papier que je voulais pas envoyer à la poubelle. Et donc il y a un petit plaisir que j'ai, comme je vous le disais depuis un an, c'est que je me crée mes propres pochettes au même format que les fameuses pochettes Patron du commerce. Donc un format A5 où vous avez une photo d'un mannequin portant le vêtement fini avec le nom du patron, le dessin technique, et sur le verso vous retrouvez toutes les informations, donc sur le métrage, mesure, etc. Donc je me suis amusée à me créer mon propre gabarit sur Canva et à l'intérieur je peux y intégrer du coup les photos de moi-même portant le vêtement, rajouter toutes les informations du patron et après j'ai plus qu'à imprimer. Alors par contre, petite subtilité, il faut une imprimante A3 parce que forcément pour pouvoir faire le pliage en A5, il faut partir d'une page A3. Mais une fois qu'on a ça, on peut l'imprimer, on fait un petit pliage et derrière on a une super belle pochette et je vous avouerai que j'ai un grand plaisir à chaque fois quand je vais feuilleter tous mes patrons dans leur rangement de pouvoir trouver mes propres patrons avec des photos de moi portant le vêtement à côté de ces autres patrons du commerce. Ça me rend super fière, c'est mon petit plaisir. C'est le moment où on va voir enfin quel est le nom de notre patron. Il est 18h18. Le nom officiel du patron sera le Velvet Rain. Ok. Donc ça a été serré. En fait, c'est marrant de voir à quel point entre les testeuses et les gens qui votent, c'est pas du tout la même vision. En fait, quand on a fait le premier tri, la shortlist avec les testeuses, c'était l'Alexandrie qui a vraiment été en premier dans les sondages, et venait ensuite le Velvet Rain et le Trench Connection. En fait, même le Trench Connection, c'est moi finalement qui ai voté, qui a fait que ça a permis de le faire apparaître en troisième. Sinon, il n'y avait même pas de troisième, il n'y avait que deux dans le sondage qui avait été voté. Et donc, en gros, là, finalement, quand on soumet à toute la communauté, c'est le Velvet Rain qui apparaît en premier, sachant que ce matin, c'était le Trench Connection, en fait, qui est arrivé en premier. Donc, ça s'est joué entre ces deux-là toute la journée. Mais l'Alexandrie, à aucun moment, il a vraiment percé. Et donc, pour information, actuellement, donc, le Velvet Rain, il est à 50%, le Trench Connection est à 38% et l'Alexandrie est à 13%. Bon, après, vous savez, ça n'a pas été un tsunami en termes de vote. Il n'y a eu que 16 votes. Il y a eu moins de gens qui ont voté que de gens qui se sont déclarés volontaires pour faire mes tests. Après, pour être très honnête, je pense que c'est YouTube qui n'a pas du tout poussé mon post parce que ça fait pratiquement 2 mois que j'ai pas publié sur la plateforme. YouTube, c'est un peu comme une relation toxique. T'es pas là pendant 2 mois, et bah quand tu reviens, il va t'ignorer. Bref, je vais faire une petite annonce pour dire quel est le nom qui a été retenu pour le patron et bah moi je vais pouvoir finaliser tout ce qui me reste à faire pour pouvoir publier demain matin. Pour le coup, ça a été vraiment une belle surprise. Le nom de ce patron, il était inattendu. En plus, il était poétique. Et moi, franchement, c'est un des points qui m'a agréablement surprise, c'est que vous ayez choisi un nom aussi poétique finalement. Ça m'a obligée moi-même à me poser la question de me dire, mais dans quelle direction je vais artistiquement parlant? J'ai rien décidé, je me suis jamais réellement attardée sur ces questions-là concernant cette marque de patron. Et là, je me suis dit, bah, c'est peut-être l'opportunité. Et finalement, c'est la communauté qui est en train de me diriger, de me dire dans quelle direction. Donc, c'est un petit peu vous, mes directeurs artistiques. Au-delà de ça, il y a un dernier point. J'ai pas eu l'occasion, lors de cette vidéo, ni des vidéos précédentes, de clairement le dire, et je voulais vraiment prendre le temps de le faire. C'était de remercier mon équipe de testeuses. Parce que 1 mois et demi, à me supporter, à m'encourager, à subir ma maltraitance à travers des patronages foireux et des impressions. N'en parlons pas. Si j'avais su au début de cette expérience que ça durait 1 mois et demi et qu'il y aurait autant de catastrophes, mais j'aurais jamais pensé qu'on aurait pu me suivre jusqu'au bout. Là, j'aurais dit dès le début, non, j'arrête, j'y vais pas. Il n'y a aucune chance que qui que ce soit veuille me suivre jusqu'au bout de cette aventure. Donc le fait que vous ayez été là depuis le début jusqu'à la fin, que vous avez jamais lâché, voire même c'est vous qui m'avez réambiancé quand je perds des fois, je trouve ça extraordinaire. Et ça me fait aussi prendre conscience de la charge de travail que vous avez en tant que testeuse. Oui, on le sait que les testeuses travaillent bénévolement, vont monter les patrons, vont également faire des retours, mais en fait, on se rend pas compte que quand on dit faire des retours, c'est pas juste dire « Ah, ça va pas !» Non, c'est reprendre chaque partie du livret, faire les corrections, faire des photos, expliquer en détail. C'est une charge de travail qui est aussi énorme de votre côté, et ça, je trouve que c'est important de le valoriser, parce qu'à mon avis, en tout cas, personnellement, j'en avais pas totalement conscience. Je savais qu'il y avait une charge de travail, mais c'était pas concret dans ma tête. Et si de l'autre côté de l'écran, vous aussi, vous découvrez finalement toute cette charge de travail pour les testeuses, bah, je vous incite, tout comme moi, à les remercier. Allez dans les commentaires et remerciez-les parce qu'elles ont fait un travail formidable. Et sans elles, vous auriez jamais pu profiter de ce trench qui est gratuit parce qu'il n'y a pas que moi derrière. Il y a une équipe d'une douzaine de nanas qui ont été motivées pendant 1 mois et demi, qui ont tout donné, de leur temps, de leur patience.
Et ça, franchement, je trouve ça extraordinaire. Ça me redonne foi en l'humanité, très honnêtement. Je suis quelqu'un de plutôt cynique d'origine, donc voir ça, franchement, moi, ça m'encourage et j'espère que c'est le cas pour toutes les autres personnes qui ont pu visionner ces vidéos ces dernières semaines. Bref, n'hésitez pas à les remercier dans les commentaires. Je vais m'arrêter là, sinon je vais partir dans le mode émotionnel et franchement, qui a envie de voir ça? Suite à toute cette expérience, ça a fait mûrir plein d'idées. Plein de nouveaux formats de vidéos, etc. Donc je pense que pour 2026, ça va être riche en vidéos avec des concepts un petit peu différents de ce que j'avais l'habitude de faire. Mais je vais peut-être pas détailler ça maintenant, la vidéo est bien assez longue. Donc ce que je vous propose, c'est que la semaine prochaine, je vous fasse un podcast où je vous raconte toutes ces idées. Je vous explique qu'est-ce que j'ai envie de faire pour 2026. Et un dernier point, le trench coat Bubble Train. Oui, en 2026, il y aura une version grande taille. Allez, sur ce, je vous fais des bisous et à la semaine prochaine.